Excellente semaine à tous et bienvenue sur Planète Verte. Cette semaine, comme dans la précédente, nous continuerons de vous apporter les éléments et outils nécessaires afin de vous lancer dans la culture de la fraise. Dans cette édition, vous apprendrez à mieux gérer votre fraisier afin d'obtenir le précieux sésame. Sans plus attendre, je vous propose donc de regarder ce documentaire préparé à cet effet pour vous. Il faut également relever qu'avant la transplantation, la préparation de la terre pour le dispositif choisi est cruciale. Plusieurs dispositifs existent, mais dans la ferme AgroOnc, deux sont mis en valeur à travers le système hors sol. La production longitudinale dans des croffets en bambou et la production pyramidale. Je vais donc vous présenter un autre dispositif que nous avons conçu à Tchang, à base de la ressource locale qui est suffisamment disponible dans notre environnement et qu'on peut exploiter tel que nous voulons. Donc, ce dispositif, c'est un dispositif pyramidal contenant 4 paliers permettant d'avoir à peu près 50 plants de fraisier sur moins de 2 mètres carrés. Donc, l'avantage que nous avons avec un tel dispositif, c'est l'intensification de la production. C'est-à-dire on a peu d'espace et on va avoir une grande production. C'est d'où intervient ce type de dispositif. Aussi, la fraise se vend sans être lavée, ce qui justifie le fait que la culture doit être faite de façon biologique. Et maintenant, pourquoi est-ce qu'on ne lave pas? Lorsqu'elle est en contact avec la terre, telle que vous voyez là, elle va donc se salir. Et pour éviter donc qu'elle ne se salisse, toutes les grappes de production vont être orientées sur les bordures des différents paliers. Et là, ça nous permet d'avoir des fruits qui sont toujours propres pour la satisfaction de notre clientèle. Un autre avantage également, avec le volume de terre qui est suffisamment dense. À chaque fois qu'on arrose, l'eau va donc converger vers le centre du dispositif et c'est stocké là. Les racines iront donc prélever l'eau à ce niveau-là. Sinon, on sera obligé d'arroser matin, midi, soir. Et là, on ne pourra donc pas atteindre les quantités suffisantes si on avait effectué les semis directement en pleine terre. Donc, avec ce dispositif, ça nous permet également de réduire les fréquences d'irrigation parce que nous sommes actuellement dans un contexte où on a une rareté de l'eau. À côté donc de cet autre avantage, on est déjà en train de parler ici donc de l'agriculture urbaine. Parce que beaucoup de personnes trouvent que l'agriculture est pénible, ça demande trop d'exigences en termes de fonds, en termes de pénibilité liée au travail. Si vous avez dans votre maison une cour, ou bien un balcon, ou encore bien une dalle, ça c'est un dispositif qui passe partout. Et une fois qu'il a été installé, il peut faire comme ça près de 3, 4, voire 5 ans sur place. Et si le bambou se retrouve altéré, on va venir donc le remplacer, toutefois sans déstabiliser la structure que nous avons mise en place. Le dispositif construit, la terre de transplantation est préparée avec dextérité dans des proportions répondant aux critères de productivité souhaités. La plante ne nous restitue que ce que nous lui avons donné à la base. C'est pourquoi il est donc important de faire un très bon amendement organique de notre substrat de culture et aussi utiliser un substrat qui à la base est de qualité, notamment beaucoup riche en humus, et cet humus est généralement caractérisé par la couleur noire de notre terreau. Tel que vous observez entre mes mains, constatez qu'il est vraiment noir. Il est beaucoup riche en humus. L'amendement et l'humidification du sol y sont opérés. Je vais donc mélanger ces terreaux avec les fientes de poule qui sont à ma disponibilité, ou bien du lisier de porc ou encore du compost. Généralement, une main comme ça suffit pour la préparation du pot. On va donc mélanger, tel qu'ils sont en train de faire là. On mélange bien. Dès qu'on se rend compte que c'est déjà bien homogène,
On va donc patienter à peu près 5 jours à 1 semaine, tout en arrosant, pour donc permettre à cette fiente de bien se décomposer et de libérer toute la chaleur avant que nous ne venions par la suite transplanter notre futur plant qui va se développer et nous donner les fruits dont nous recherchons, ou encore des plants dont nous avons besoin pour l'extension de notre plantation. Là, il est déjà très bien homogène. On va donc le laisser ainsi et commencer avec l'arrosage durant à peu près 1 semaine avant de venir transplanter notre plant. Le sol de culture doit être riche en nutriments et pas trop acide, avec un pH situé entre 5,5 et 6,5. Il vous est conseillé de mesurer le pH de votre sol et d'y ajouter de la chaux si votre taux d'acidité est trop haut. pH un peu plus bas que 5,5. Il faut donc passer à l'arrosage. On va donc arroser ainsi durant à peu près 5 jours à 1 semaine pour permettre donc au compost, à notre fiente de bien se décomposer et libérer de la chaleur. Et cela va donc permettre d'éviter de brûler nos plants lorsqu'on va les transplanter. Donc pendant cette 1 semaine là, on peut donc arroser à une fréquence de 1 fois tous les 2 jours. 1 fois tous les 2 jours. En attendant nos 1 semaine. Le terreau préparé, nous passons à la sortie du plan de pépinière pour le coffret de transplantation. Il faut manœuvrer avec tact, mais plus encore, il faut respecter les règles régissant la mise en terre. On va donc passer à l'opération du semis. Alors, avant le semis, la première des choses qu'il faut faire, c'est d'abord d'arroser le plant. Une fois que le plant il est arrosé, avec les mains, on va donc tasser pour resserrer la terre à l'intérieur. La terre a été suffisamment tassée parce qu'il faut semer le plant avec toute la terre en intégralité. Raison pour laquelle il faut tasser avant d'enlever le plastique. Alors là, je le retire. Et on fait donc le constat du fait que les racines sont déjà suffisamment développées. Là, ils sont prêts à la transplantation. Une autre observation, c'est au niveau du feuillage. On a déjà à peu près 6 feuilles, donc c'est excellent pour la transplantation. Pour procéder au semis proprement dit, on va réaliser une profondeur de trou qui est équivalente à la hauteur de cette terre. Parce qu'il faut toujours veiller de faire en sorte que le collet du plant, c'est-à-dire la zone de séparation entre les racines et la partie végétative, ne soit pas enterrée. Parce qu'une fois que c'est enterré, le plant va suffoquer, c'est pas bon. Une autre chose à faire, c'est d'éviter que la terre passe au niveau du cœur du fraisier, cet endroit qu'ils sont en train de toucher là. Une fois que la terre passe dessus, la plante va s'étouffer et c'est comme ça que les plantes vont mourir. Raison pour laquelle il y a un minimum de connaissances qu'il faut avoir avant de se lancer dans ces cultures. Alors là, j'ai fait mon trou de semis. Et puis, je vais donc insérer mon plant de telle façon que le collet, tel que vous observez là, reste visible. Je vais donc tasser légèrement la terre tout autour. Toujours veiller à ce que le cœur du fraisier et le collet soient à la surface du sol et non à l'intérieur du sol, de peur de détruire notre plant. Alors, une fois qu'on a fini la transplantation, la première des choses à faire, c'est de veiller à l'arrosage. Voilà. Là, c'est bon. En contact avec son nouveau logis, le plant de fraise obéira à des exigences de croissance précises. Les fraisiers nécessitent de la chaleur et une haute exposition en lumière. En effet, ce type de plante est très demandeur en chaleur et résiste très bien aux rayons ardents du soleil d'été. De plus, c'est le taux de lumière que les fraisiers absorbent qui détermine la saveur du fruit. Ainsi, plus ces plantes seront exposées à la lumière et plus les fraises
seront sucrés. Pour que le fraisier puisse bien se développer partout où on se trouve, il a besoin d'une température comprise entre 18 et 28 degrés Celsius pour une croissance optimale. Au Cameroun, toutes les régions sont propices à la culture de la fraise. Nos températures permettant la plupart du temps la germination aisée et la croissance des plants. Tout le monde se pose la question de savoir si la région dans laquelle il se trouve est donc propice pour cette culture ou pas. Toutes les 5 zones agroécologiques du Cameroun sont propices à la culture des fraises. Que l'on soit du nord, que l'on soit du sud, que l'on soit de l'est, que l'on soit de l'ouest. Ce qui est important de savoir, c'est juste un minimum de connaissances. Ce qu'il faut faire, à quel moment est-ce qu'il faut le faire. Et nous sommes là pour ça. Le fraisier, en croissance, a des exigences en eau singulière et ne s'accommode pas à toutes les sources. Pour ce qui est donc de l'arrosage, tel qu'on le disait tout à l'heure, il y a plusieurs façons, plusieurs systèmes d'arrosage, notamment le goutte à goutte, l'arrosage manuel avec un pulvérisateur tel que je vous ai présenté tout à l'heure, ou encore bien l'installation d'un système d'irrigation par aspersion. L'idéal dans ce cas, c'est de faire une irrigation au goutte à goutte en apportant directement de façon localisée l'eau au niveau du système racinaire. Là, la plante aura une meilleure croissance. Mais par contre, lorsqu'on fait une irrigation en utilisant une arrosoir comme celle-ci, lorsque l'eau sort en jet, vous voyez, ça se repartit sur toute la surface foliaire de la plante ainsi que la zone racinaire. Là, c'est pas bon. C'est pas du tout recommandé. Si on le fait, c'est en fonction des moyens que nous avons à notre disposition. On espère d'ici quelques mois, voire quelques années, être capable d'installer un système d'irrigation au goutte à goutte pour donner effectivement à nos plantes la quantité dont elles ont effectivement besoin. La fréquence d'eau et les quantités qu'il faut apporter sont en fonction du système de culture qui a été mis en place. Pour un dispositif tel que celui-ci, on peut donc apporter à chaque arrosage à peu près 1 litre d'eau par plant. Donc généralement pour un bac de cette dimension, ça fait à peu près 7 mètres de long sur 90 cm de large. À chaque arrosage, on apporte 8 pulvérisateurs d'eau, 8 arrosoirs d'eau pardon, de à peu près 11 litres de contenance. Là, c'est pour chaque bac. À chaque arrosage, on va apporter 8 arrosoirs qui contiennent 11 litres d'eau à l'intérieur. Et là, en une semaine, ça nous fait 2 arrosages. Et là, on est donc garanti que la plante va prélever exactement la quantité dont elle a besoin pour une parfaite croissance. À titre de rappel, il est très important de connaître la provenance de l'eau que nous utilisons pour l'arrosage de nos plants. Il faut surtout éviter l'eau du robinet, parce que cette eau contient du chlore, du sodium. Et au contact avec le système racinaire des plantes, on a des problèmes de croissance qui commencent à se poser. Et 3, 4, 5, 6 mois, voire 1 an, c'est comme ça qu'on se retrouve à être en train de perdre toute une exploitation parce que la provenance de l'eau n'a pas été contrôlée depuis la base. Raison pour laquelle il faut donc privilégier soit l'eau de pluie ou bien encore une eau provenant d'une source ou d'une rivière. Une des grandes astuces pour booster les fraisiers est de rajouter de la paille entre les plants de fraises. Car en plus de maintenir l'humidité dans le sol, les fraises ne seront pas en contact direct avec la terre. Cela permettra entre autres de les protéger de la pourriture en cas d'averse. Vous observez là, on effectue un paillage. Ça donne plusieurs avantages. Ça permet de réduire l'évaporation lors de l'arrosage. Ça, c'est la première des choses. Parce que s'il n'y a pas ce copeau tel que vous voyez là, il faut arroser matin et soir. Et donc ça fait 2 fois par jour, 14 fois en une semaine. C'est très lourd. C'est la raison pour laquelle on a donc développé cette technique qu'on couvre complètement avec la paille de copeaux. Et là, ça nous permet d'effectuer en une semaine uniquement 2 arrosages. Un fraisier a besoin d'un certain espace pour pouvoir se développer et absorber la lumière et les nutriments nécessaires à sa grande production. Plus les plants seront entassés et plus les pousses
entreront en concurrence, ce qui réduira la productivité de chacune. Il est conseillé d'espacer chaque plant de 40 cm et chaque rang de 80 cm environ. Il faut par ailleurs mener un suivi constant en désherbant les alentours des plants de fraises pour leur éviter de la concurrence avec les mauvaises herbes. Le suivi en champ intègre la lutte contre les bioagresseurs, ennemis des cultures qui sont de divers ordres. Il est très important d'avoir des connaissances sur tous les contours concernant les maladies et les ravageurs auxquels ces plantes font face au quotidien. La plupart des maladies que nous avons sont des maladies fongiques qui sont le plus souvent dues à l'excès d'eau, l'excès d'humidité et lorsqu'on sème les plantes de façon très dense, de telle façon qu'il n'y a pas assez de circulation de vent, d'air. On va parler de la pourriture grise qui est vraiment dévastateur lorsqu'on parle de la culture des fraises. À côté de ça, on a aussi l'anthracnose et les odium. Donc c'est principalement ces trois maladies que nous avons sur les fraises. Et on a aussi des ravageurs, notamment des limaces, les insectes, les chenilles, les acariens. Je crois que c'est là pour tout. Donc pour essayer donc d'éviter tout ça, déjà au niveau des maladies fongiques, il faut limiter les fréquences d'arrosage. Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est de pouvoir contrôler la densité de semis. Parce que lorsque les plants sont serrés les uns après les autres, ça crée une humidité. On a moins d'air qui circule autour des plants et à partir de là, il y a des champignons qui vont commencer à croître et c'est comme ça que notre plantation va se retrouver à être complètement attaquée. Et une autre chose aussi qu'il faut faire, c'est de veiller à utiliser des plantes vraiment de très bonne qualité. Avec ces trois conditions, on peut quand même réussir à stabiliser un peu les maladies fongiques. Maintenant, pour ce qu'il en est des ravageurs, notamment les limaces, on utilise le plus souvent des épouvantails, tels que vous observez là derrière. Parce qu'une fois que le vent est en train de passer, même juste un léger vent, ça va donc se mettre à rôter et faire des légers bruits. Et lorsque l'oiseau perçoit déjà ce mouvement, alors il va s'enfuir. Pour des ravageurs comme des limaces, on va utiliser l'antimocite ou encore bien la cendre de cuisine. Parce que lorsque la cendre de cuisine est appliquée sur le feuillage, l'escargot ne pourra pas se déplacer normalement. Parce que là, la feuille n'est plus glissante, elle devient rugueuse. Et là, l'escargot a donc de la peine à pouvoir se développer. C'est aussi pareil que si vous constatez la présence des insectes et autres, il faut faire une application de cendre de cuisine ou encore de coquilles d'œufs que vous avez suffisamment ramolli en poutre, qu'on va donc épandre complètement sur l'ensemble de nos plants. Le combat contre ces ennemis est biologiquement pratiqué sur le site. Ça, c'est les plants de Tithonia diversifolia, connus encore sous le nom de fleurs jalousées. C'est un bioinsecticide, en même temps fongicide, engrais foliaire et nématicide. Donc ça joue à peu près 4 rôles. Lorsque ces feuilles sont récoltées à jeunes, telles que vous observez là, on va donc passer au processus de fanage. À l'aide d'une machette, on va donc découper entièrement et par la suite on va faire une fermentation dans un récipient d'eau, bien fermenté. Le processus de fermentation va durer à peu près 1 mois, voire même 2 mois pour bien se fermenter. Par la suite, on va donc faire l'extraction du purin de Tithonia qu'on va donc reconditionner dans des bidons tels que vous observez là. C'est donc avec ce produit qu'on va effectuer le traitement de notre plantation. À côté de cela, un autre produit que nous ajustons, c'est les urines de lapin, qui est aussi en même temps un puissant insecticide, un engrais foliaire et un fongicide. On fait donc la combinaison de ces deux produits biologiques pour le traitement
de notre plantation. Et l'utilisation de ces deux produits permet d'augmenter la résistance des plantes pour se prévaloir contre l'attaque des ravageurs, des insectes et bien d'autres. Alors pour un pulvérisateur de 15 litres, tel que nous avons là devant nous, on va donc prendre 1,5 litre d'urine de lapin et 1,5 litre de Tithonia diversifolia. On va donc faire le mélange dans ce pulvérisateur de 15 litres tout en le remplissant d'eau. Et on va donc effectuer les traitements dans notre parcelle à des fréquences de 1 fois par semaine. Et de cette façon, les insectes, les ravageurs, les maladies fongiques et autres, de temps en temps, ça va donc disparaître complètement de notre exploitation. Après 2 à 3 mois en champ, survient la floraison. Elle annonce la formation des premières baies, c'est la noison. Généralement pour des plants déjà bien développés, qu'on a transplantés, la floraison entre en phase d'initiation au 3 à 1 mois ou bien encore 1 mois et demi. Et après cette phase de floraison va survenir la pollinisation à partir des plus grands agents pollinisateurs que nous avons dans la nature, notamment les abeilles. S'il arrivait que les abeilles disparaissent, l'homme n'aurait plus que très peu de temps à vivre sur Terre. Après donc cette phase de pollinisation, on va donc assister à la noison. Généralement, ça prend à peu près 2 semaines, parfois voire plus, pour que les fruits commencent à se former. Après un travail bien mené, la fructification est au rendez-vous, comme le témoignent ses premiers fruits. Un plant de fraisier bien entretenu peut produire en moyenne 2 kg par an. Les fruits arrivés à maturité doivent être récoltés. Il est impératif de respecter le processus de cueillette pour ne pas réduire son rendement. Donc, lors de la récolte, il faut toujours se rassurer du type de fruits qu'il faut récolter. Et là, c'est en fonction de la proximité de la clientèle. Pour un client qui ne vit pas très loin de mon site de production, là, je vais récolter les fruits qui ont un stade de maturité beaucoup plus avancé. Donc, ils sont donc complètement tout rouges de tous les côtés. Et pour une clientèle qui se trouve un peu loin, Douala, Yaoundé ou bien Bafoussam, on va donc récolter des fruits qui n'ont pas atteint un stade de maturité complet. On va prendre l'exemple de celui-ci. Là, c'est un fruit qui est à moitié mûr. Généralement, dans les expéditions de fruits, c'est ça qui est beaucoup plus recommandé. Donc là, ça peut faire 24 heures en voyage sans qu'il n'y ait d'altération possible. Mais pour une clientèle qui est vraiment de proximité, c'est ce type de fruit déjà rouge de tous les côtés. Là, la consommation, elle sera immédiate. Et lors donc du processus de récolte, il faut donc toujours veiller à couper le fruit avec son pédoncule. Ça, c'est le pédoncule. Ça permet donc à notre fruit d'avoir une meilleure durée de conservation et maintenir la fraîcheur du fruit. Si ce pédoncule est arraché au moment de la récolte, il y a donc peut-être sous l'effet de l'humidité ou bien la prolifération de certains insectes qui pourront donc commencer par là à dégrader notre fruit. Donc raison pour laquelle il faut toujours veiller à récolter le fruit avec son pédoncule avant toute expédition. Les fruits récoltés sont directement conservés dans des baguettes conçues à cet effet. Malgré son goût exquis, la fraise a des exigences de conservation particulières. Pour ce qu'il en est de la récolte, parce que là il faudrait se rassurer que les fruits puissent parvenir aux clients tout en étant en bon état. Le dispositif dans lequel le plus souvent on l'utilise pour les récoltes, c'est des barquettes de 250 grammes. Parce que si on va au-delà de ce grammage, sous le poids des fruits, certains vont se retrouver étouffés. Et c'est comme ça que la dégradation va commencer. Alors lorsque je prends ma barquette telle que celle-ci, il y a des perforations qu'on va donc réaliser à peu près 2 trous de chaque côté.
Là, c'est pour permettre à la fraise qu'on a introduite à l'intérieur de continuer à bien respirer lors du voyage. Parce que si on ferme complètement, sous l'effet de la chaleur, il y a des dégradations et les fruits vont arriver sans être en état de consommation. Alors là, nous venons de terminer avec la phase de récolte. Qu'il est agréable de vous retrouver après ce grand moment d'apprentissage. Mesdames, Messieurs, en espérant que la culture de la fraise n'aura plus aucun secret pour vous, donnons-nous donc rendez-vous la semaine prochaine quand il sera exactement 22 h pour un nouveau programme de Planète Verte, émission réservée à l'agro-sylvo-pastoral et environnemental, toujours sur les antennes du Canal 2 International. Agréable suite de programme.